Alors apparemment, professeur Marc Imbert, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le coordonnateur du centre de référence du réseau pulmotension, c'est-à-dire du réseau de prise en charge de l'hypertension pulmonaire en France. Et il a l'air de savoir très exactement comment il va dérouler sa présentation. Oui, mais en plus, il a un ordre d'idée sur la façon de présenter Respicio, etc. Donc je crois que je vais te laisser la parole, Marc. Parce que sinon je vais te perturber. Très bien, merci. Alors, j'arrive du métro. J'ai passé une heure absolument extraordinaire. À la porte de Versailles, il y avait 2000 personnes qui voulaient rentrer dans le métro. Donc c'était très agréable. Mais bon, il fait beau, profitez-en parce qu'il ne fera pas beau longtemps. Et puis merci à HTAP France, à Maggie, à Mélanie, à vous toutes et tous. Pour l'invitation, comme tous les ans, j'essaye d'être bien présent tous les ans et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Je pense qu'il y a Pisana Ferrari quelque part. Elle n'est pas encore là. Si, voilà. Bonjour Pisana. Bonjour. Voilà, je voulais saluer Pisana, qui est une amie de 30 ans, comme on dit en politique, et qui est, voilà, qui va se présenter tout à l'heure, mais qui est une... Elle va avoir un temps de parole ou pas? Ben, je prends sur mon temps de parole. Venez Pisana, venez. Parce que Pisana, c'est quand même une longue histoire, elle est comme vous, mais elle va vous raconter. Bonjour Pisana. Bonjour, merci. Bonjour à tout le monde. On a un intervenant qui n'est pas là, donc Pisana, tu peux le remplacer. En fait, je l'ai bien préparé. Bon, j'ai été aussi une patiente, j'ai été diagnostiquée il y a 36 ans. À l'époque où il n'y avait pas encore de médicaments, ni de centres médicaux, ni de protocole pour les patients. Et j'ai été greffée les 2 mois il y a 22 ans. J'ai une très longue histoire d'HTAP, avant, pendant et après. Je m'occupe de l'association italienne pour l'hypertension pulmonaire qui s'appelle AEPI. Je suis présidente. Elle a été fondée en 2001. Et depuis 1 an, je suis aussi secrétaire générale de l'Alliance pour l'hypertension pulmonaire, qui est une organisation sans but lucratif, qui a comme mission celle de partager des connaissances sur l'hypertension pulmonaire. C'est une association qui est présente dans le virtuel, donc c'est voilà. On a établi une plateforme de partage de connaissances, c'est un site web que vous invite à visiter, où il y a plus de 500 matériaux d'information sur l'hypertension pulmonaire. En plus de ça, on organise des visioconférences, est-ce qu'on appelle ça comme ça, sur différents sujets liés à l'hypertension pulmonaire. Voilà, merci Marc, et une bonne journée, vous avez un programme fantastique. Merci beaucoup d'être là. Alors, Pisana est très modeste, vous avez vu sa pratique du français, elle est extraordinaire. Vous avez entendu qu'elle est italienne, elle parle aussi bien anglais. Donc globalement, on a affaire à quelqu'un de très soutenant, qui a une histoire à partager comme vous toutes, et qui a un message d'espoir extraordinaire, parce qu'elle ne vous a pas parlé de sa vie personnelle, elle est toujours un peu pudique, mais bon, elle a un peu de sa famille à Paris. Je crois qu'elle a 2 petits-enfants à Paris, des petits Parisiens. Bon, il faut bien les surveiller. Mais... Oui, très bien, les petits Français sont agités. Voilà, mais merci d'être là. Et puis quand même un autre mot, Pisana Ferrari faisait partie des auteurs des recommandations européennes de l'hypertension pulmonaire. Donc c'était l'auteur patiente. Il y avait un autre auteur avocat de patient qui est Gergely Mészáros de Hongrie. Et donc voilà, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec vous et puis avec Pisana. Et c'est vraiment une grande stimulation pour nous de voir vous tous aussi engagés pour le développement des connaissances. Et vous allez voir aujourd'hui avec tous les orateurs, il y a tellement de progrès en ce moment qu'on est nous-mêmes surpris. Voilà, donc on est très content de partager ça avec vous. Alors moi, vous m'avez donné un petit sujet que je vais faire avec Céline Lustrement dans un deuxième temps. C'est relabellisation, de quoi s'agit-il? Alors c'est de la politique, ça n'intéresse pas grand monde. Mais globalement, quand même, la France est donnée comme exemple dans le monde entier sur la structuration de la prise en charge des maladies rares. Encore ce matin, j'étais en lien avec la présidente de l'Alliance Maladies Rares et de Maladies Rares Infoservice pour lui proposer de rentrer au conseil d'administration de l'Université Paris-Saclay. Ce qui montre à quel point, nous les médecins, on essaye de vous mettre au centre des choses. Et il y a très peu de membres du conseil d'administration, donc on va essayer de la convaincre.
Et vraiment, notre vie, c'est de faire en sorte que les maladies rares, et la santé en général, mais les maladies rares, bénéficient de tous les progrès possibles à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Et la France est toujours donnée en exemple parce qu'en 2004, il y a eu ce fameux plan maladies rares. La France était quand même animée par des personnalités très intéressantes, M. Cordier sur les maladies pulmonaires rares, M. Simoneau, Gérald sur l'hypertension pulmonaire, tous les spécialistes de la mucoviscidose qui sont très très actifs en France. Et c'est vrai que les maladies rares en général et les maladies pulmonaires rares en particulier, qu'on appelait à l'époque orphelines, mais c'est un mot qu'on ne veut plus trop employer, orphelines, on veut les appeler rares, parce qu'orphelin c'est triste et rare c'est précieux. Donc globalement, il faut continuer à travailler ensemble et essayer d'utiliser tous les leviers disponibles, politiques et autres, donc politique, universitaire, administratif, pour essayer de faire en sorte que vous bénéficiez le plus vite possible de toutes les avancées dans le domaine de l'hypertension pulmonaire. Et pour recentrer sur l'hypertension pulmonaire, je dis toujours, ce petit village à Clamart avec ce petit service, avec des personnalités quand même très originales, très engagées, ça a fait des miracles. Et maintenant, on est là tous ensemble pour partager, on va dire, des innovations, des nouveautés qui font vraiment rêver, qui, je l'espère, vont vous permettre de sortir de cette journée avec beaucoup d'espoir. Donc, qu'est-ce que c'est que la labellisation? La labellisation, c'est une obligation réglementaire. Le ministère de la Santé et de la Prévention, maintenant que c'est un ministre délégué, mais tout ça c'est dans le grand ministère du Travail, a régulièrement mis en place des appels d'offres pour identifier des centres maladies rares, des centres de référence maladies rares, intégrés dans des grandes filières, souvent sur des organes ou des fonctions. Donc en 2004, c'était le début. En 2004, c'était les gens qui étaient prêts, comme nous ou comme les Lyonnais, qui ont dit nous sommes prêts à être labellisés centre de référence maladies rares. Et ensuite, on va travailler localement, régionalement, nationalement, internationalement pour essayer de mettre en place quelque chose qui ait du sens. En association avec les patients, par et pour les patients, et en association avec les scientifiques, les formateurs, les hôpitaux et tous les acteurs de soins, y compris bien sûr les professionnels de santé, mais aussi les industriels du médicament et les industriels de l'aide aux patients. Donc tout ça, en 2004, c'était dans notre tête. On avait déjà des jeunes patientes comme Mélanie, qui étaient traitées par Gérald et Olivier avec des médicaments tout à fait innovants, malheureusement très chers, nécessitant beaucoup de techniques et beaucoup de savoir-faire. Et donc nous, on l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire avec la bonne volonté de chacun. Mais en 2004, on s'est rendu compte que le ministère de la Santé proposait des moyens pour mettre en place quelque chose de plus structuré et surtout de plus structurant. C'est-à-dire qu'en structurant le centre de Béclère, on a structuré l'ensemble de la prise en charge en France et en Europe. Donc globalement, le plan d'action 2004, c'était mettre en place des centres experts. On dit plus centre expert, on dit centre de référence, parce que expert, c'est encore une fois un peu exclusif. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est, avec le centre de référence, trouver une équipe très fournie et très engagée. Donc moi, j'existais déjà, Gérald Simoneau existait déjà, Olivier Sidbon existait déjà, Philippe Dartevel existait déjà, on avait nos postes, nos emplois, mais on a pu avoir de l'argent pour recruter, par exemple, Xavier Jaïs, qui est praticien hospitalier, maladies rares. On a pu recruter une secrétaire, on a pu recruter une infirmière, on a pu recruter une chargée de mission pour la qualité, pour les bases de données. Et tout ça, vous voyez, le mot structurant, c'est... Nous, naturellement, on est des artistes, naturellement, on ne fait pas des choses trop contraignantes, on essaye de bien faire. Mais à cause de cette structuration, on a été, non pas forcé, mais on a été stimulé pour organiser les choses de façon plus performante. Donc en 2004, ce premier plan maladies rares, c'était extraordinaire. Et dans le plan maladies rares, il y avait toujours les liens avec les associations de patients, et l'association HTAP France existait déjà, avec François Breno à l'époque, et puis Madame Cabon, et puis tous ceux qui ont suivi. Et voilà, on existait déjà, on va dire que c'était plus une reconnaissance de l'existant, et de l'argent, quand même beaucoup d'argent, parce que quand on regarde tous ces salaires pendant maintenant 20 ans, ça fait de l'argent. Ensuite, il y a eu d'autres plans maladies rares. Certains ont été variations sur un même thème. Le premier changement était mineur, mais le second changement majeur, ça a été entre 2016 et 2018,
quand on nous a tous imposé d'intégrer, non pas notre petit village gaulois à l'hypertension pulmonaire, mais intégrer des filières, c'est-à-dire des regroupements de centres maladies rares qui travaillent sur des sujets propres mais pas identiques. Et là, on s'est retrouvé avec les pédiatres de Trousseau, de Necker, de Bordeaux, de Marseille, de Lille, de partout, de Lyon. Et on a fait avec ces pédiatres, avec les pneumologues de Lyon, eux aussi entourés de beaucoup de médecins de grande valeur, on a fait la filière Respifill, dont on va parler dans 2 minutes, Céline Lustrement. Et dans les obligations qu'on a, peu à peu, on a des obligations de plus en plus concrètes. Les obligations concrètes, Céline va les décrire de façon très formelle, mais je vais en sélectionner 2-3. La première, c'est les programmes nationaux de diagnostic et de soins. Comme toujours, le langage administratif, c'est un tout petit peu rébarbatif. Et ça veut dire quand même des recommandations nationales. Un programme national de diagnostic et de soins, comment on diagnostique, comment on soigne l'hypertension pulmonaire. Et nous, on s'est engagé à le faire. Et donc, Laurent Saval a mis en place ce diagnostic et ce soin pour l'hypertension pulmonaire avec nous tous. Et c'est sur le site du ministère, au niveau de la Haute Autorité de Santé. Une autre chose qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, c'est les autres variantes de l'hypertension pulmonaire, et des gens comme Xavier Jaïs ont énormément travaillé sur l'hypertension pulmonaire thrombolique chronique. Et donc là, on va faire un programme national de diagnostic et de soins pour l'hypertension pulmonaire thrombolique chronique, et on va mettre à jour le programme pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Et puis bien sûr, avec Ségolène, Vincent Cotin, Athénaïs, David Montagny, on s'intéresse beaucoup aux maladies pulmonaires rares associées à l'hypertension pulmonaire. Et donc là, ce groupe, vous savez, des maladies pulmonaires rares ou fréquentes, mais plus souvent rares avec hypertension pulmonaire sévère, ça va être aussi un enjeu pour de nouveaux programmes nationaux de diagnostic et de soins pour faire en sorte que vous tous, vous bénéficiez du meilleur du savoir et du meilleur du progrès. La dernière chose que je voulais dire, c'était qu'on est des chercheurs. On est des chercheurs, donc on a des unités mixtes de recherche avec l'INSERM, avec l'université, et grâce au travail des chercheurs, on a des avancées rigoureusement, moi je trouve, extraordinaires, et Olivier Silbon va en mettre certaines en avant. Tout n'est pas arrivé à terme, hein, mais on se rend compte qu'avec la chimie, avec la biologie, avec la robotique, avec l'imagerie, on arrive à transformer la prise en charge des patients. Et ça, que vous compreniez ou que nous comprenions ou pas, c'est des outils. Hein. Moi, je ne sais pas comment ça marche un téléphone portable, mais pour venir ici, ça m'a bien aidé. Hein. Donc voilà, je ne sais pas comment ça marche, mais ça m'aide. Ben, vous, c'est pareil, quand on vous parle d'un nouveau médicament, d'une nouvelle technique, il faut avoir confiance. Des fois, il faut être un peu méfiant, hein. Il faut voir des fois si tout est clair, mais il faut avoir confiance, et puis ensuite, il faut faire ensemble avec les patients, avec les associations et avec les autorités, voir comment on peut progresser ensemble. Voilà, donc la relabellisation, ça a été en 2023. On a tous mis en place un dossier. Nous, les spécialistes de l'hypertension pulmonaire au niveau de Bicêtre, on a voulu faire en sorte qu'il y ait plus de centres constitutifs, c'est-à-dire plus de centres de haut niveau en France. Parce que le progrès entre 2004 et 2024, c'est que le savoir, il se démocratise, il se rapproche de chez vous. Moi, je veux que tout le monde ait accès à un centre de référence ou de compétences à moins de 90 minutes ou 1h20 de chez eux. Et quand on regarde la carte de France, c'est à peu près ça. Et quand on regarde ce qu'on a fait cette année, on a gardé le centre de référence à Bicêtre, on a mis 6 centres constitutifs. Les 6 centres constitutifs, c'est bien sûr la chirurgie à Marignane-Longue, la pédiatrie à Necker, l'hypertension pulmonaire avec l'embolie pulmonaire à Brest, les maladies respiratoires rares avec hypertension pulmonaire rare ou fréquente à Lyon et à Nancy, et puis enfin les maladies auto-immunes avec hypertension pulmonaire à Lille. Et ce n'est qu'une étape. Hein. Et en plus de ça, il y a en France 29 centres de compétences de référence ou constitutifs. Donc quand on regarde, on en a aussi dans les territoires ultramarins. On essaie d'être à disposition des patients où qu'ils habitent. On n'a pas tout, on n'a pas la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas la Guyane, mais on fait au mieux. Hein. On fait au mieux et on progresse. Voilà, je voulais vous remercier de l'invitation comme tous les ans. Toujours un plaisir d'être avec vous. Je vais appeler Céline Lustrement qui va faire plus formel que moi et qui va présenter ce qu'est exactement la filière Respifill. Je ne sais pas comment vous organisez, si vous faites des questions entre chaque ou si on peut grouper avec Céline, je pense. C'est très proche. Voilà. Et en Europe, pendant qu'elle met ses diapos, en Europe, il y a un machin qui s'appelle l'ERN Lung.
European Reference Network for Rare Lung Disorders. C'est le réseau européen de référence pour les maladies pulmonaires rares. Et ça, moi, j'y suis très actif avec Olivier. Et on essaye, alors c'est vraiment quelque chose de très bureaucratique, mais on essaye d'en tirer quelque chose. Et la chose qui est très intéressante dans le RN-Lung, vu que c'est un instrument européen, c'est vraiment fait pour les citoyens. C'est vraiment fait pour les patients. Et le but, c'est que la connaissance voyage et pas les patients. C'est une belle idée. C'est-à-dire quand vous êtes, on va dire, à Cracovie, vous avez un très grand centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Ça peut vous surprendre, mais il y a un très grand centre. Par contre, quand vous êtes, on va dire, je cherche une ville, j'en cherche une qui n'insulte personne. Quand vous êtes au fin fond de la Slovénie, c'est plus difficile. Mais là, ils ne sont pas très loin de Bologne. Et ils adorent aller à Bologne, et les malades transplantés vont à Vienne et à Bologne. Ça rappellera des choses à Pisana. Voilà, les diapos sont là. Je passe la parole à Céline Lustrement, qui est la chef de projet de Respifil, et qui est vraiment très dynamique et combattante. Merci Céline.